gymnaste, baladin, mémorialiste bien en cours, dernier grand érudit des lettres françaises et du journalisme, le plus germanopratin des Savoyards, tel un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s'élever. Ce soir, grâce à lui, on saura enfin qui est Macron. Est-il le fils de Lafayette? Est-il le fils de Platon? Est-il le fils de Hegel? Mais surtout, quel dieu est Macron? Est-ce Proté? Est-ce Zeus? Est-ce Prométhée? Est-ce Narcisse? Ou est-ce ce dieu fripon et farceur, un dieu nordique qui s'appelle Loki? Et nous nous demanderons même quel personnage de roman est-ce? Est-ce Adolphe? Est-ce Lorenz Achaud? Ou encore Julien Sorel? Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Christophe Barbier, Antoine. Oui, votre excellent ouvrage « Macron sous les masques » est paru en novembre 2019. Alors, ce livre est peut-être en lice pour le prix du livre du concours le livre de l'humour politique. Célèbre concours sur les gilets jaunes, il y a un truc très drôle, vous dites, ce sont les Achéménides ressuscités, les cabochiens sont les gilets jaunes du 15e siècle. Oui, parce qu'on a des retours comme ça d'histoire en permanence, on est comme dans une forme cyclique de l'histoire, donc des figures comme les gilets jaunes, on en trouve à toutes les époques de l'histoire de France. Parfois c'est plus rural, c'est des jacqueries, parfois c'est plus urbain, c'est par exemple les cabochiens au début du 15e siècle, mais cette idée de révolte d'une partie de la population, généralement sur un motif fiscal, une taxe supplémentaire, un problème de droit de douane, qui essaye de muer en coup d'État, et échoue bien sûr à chaque fois, c'est une figure récurrente de l'histoire de France. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de qui est Macron, il y a quand même, parce que on pourrait presque dire que c'est un livre hagiographique, mais il y a un reproche terrible que vous faites à Macron. Vous dites qu'il parle un mauvais français. Vous dites un français pas classique, avec des termes anglais, et vous auriez aimé qu'il succède à Périclès et à Cicéron, et malheureusement, il ne pourra pas. Non, je pense que son parcours personnel, haute fonction publique, banque, et sa nécessité d'appréhender les réseaux sociaux et la télévision le privera toujours d'une éloquence classique qui pourrait s'élever jusqu'à ce niveau-là. Mais en étant plus modeste, le français que parlait De Gaulle, ou l'éloquence que pouvait avoir François Mitterrand. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que les hommes politiques ne savent pas le faire et ils n'ont plus intérêt à le faire. Parce qu'il faut rester accessible à tout le monde avec 300 mots de vocabulaire et des phrases courtes pour passer à la télé et être retweetable. Et je pense que Macron est dans ce double piège-là, le piège de sa formation et le piège des médias qu'il doit utiliser pour faire de la politique électorale. Parce que ça sert à rien de faire les plus beaux discours et d'être battu. Que les mots qui nous arrivent pour parler de nouvelles technologies, d'internet, d'étrangers, sont des mots qui sont marqués par l'anglais. Et regardez, quelle est la dernière querelle lexicale qu'il y a eu dans ce pays? Est-ce qu'il faut dire le Covid ou la Covid? Personne s'est dit, mais Covid c'est pour disease, donc c'est quelque chose fabriqué à partir de l'anglais. Écartons Covid. Ouais. Parlons d'autre chose. Il y a un problème de féminisme à base de coronavirus. Donc on aurait pu inventer le Mabako. Voilà. L'épidémie de Mabako. Et voilà, avez-vous été atteinte par la Mabako? Ça aurait été beau. On a gardé le mot anglais et on s'est juste demandé s'il fallait le mettre au féminin ou au masculin. Et on a tranché pour le féminin, puisqu'en anglais c'est féminin. Ce qui est stupide, ce qui est une politique vraiment d'abandon de la langue. Les politiques ne peuvent pas se faire élire autrement. Donc eux, ils ont au moins l'excuse d'être dans l'utile. Quand ils massacrent la langue, il faudrait que d'autres professions résistassent. Alors, il y a un chapitre génial dans votre livre qui s'appelait « Et si Macron était un révolutionnaire, qui ça serait ?» Et vous commencez par une anecdote très drôle. C'est Macron qui demande à ses collaborateurs, il dit « Je vais appeler mon livre Révolution ». Est-ce que c'est une bonne idée? Tous ses collaborateurs lui répondent « Pire idée du monde, surtout ». Il dit « Vous avez totalement raison. Je vais donc appeler mon livre Révolution. » Et c'est là qu'on voit que ce Macron-là, de la fin de l'année 2016, il est tellement déterminé, tellement sûr de sa stratégie et de son destin, qu'il écoute tout le monde, mais qu'il n'entend que sa propre voix. Et les avis des autres lui servent à confirmer ses choix. Et quand il est sûr de son choix, plus il y a des avis contraires, plus il est sûr de son choix. Et honnêtement, c'est ce qui lui a permis, entre autres, de gagner. Mais surtout, la révolution pour Macron, c'est pas du tout la prise de la Bastille. En fait, c'est la renaissance, la révolution que veut Macron. Oui, il y a un côté renaissance, il y a un côté révolution au sens astronomique. C'est-à-dire, il se sent plus proche de Giordano Bruno ou de Newton, c'est-à-dire d'apporter à la modernité une nouvelle manière de se penser plutôt que de couper des têtes.
C'est pas du tout une révolution destructrice qu'il veut mettre en place. Et cette révolution qui fait que quand vous avez fait le tour, vous revenez au point de départ, fait aussi penser à la fameuse phrase du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Et Macron, c'est un peu ça. Il veut sauver une France moderne, le capitalisme, l'ordre social, et pour les sauver, il comprend qu'il faut tout changer. Et c'est comme ça qu'il va mener ses premiers 18 mois de mandat. Après, la réalité, avec l'affaire Benalla, les Gilets jaunes cassent ce projet. D'ailleurs, le contraire du mot révolution pour Macron, ça serait pas le mot conservation, ce serait le mot réforme. Oui, c'est ça ce qui est amusant. Il combat le mot réforme, ce qui est surprenant parce qu'on peut se dire avec son programme, avec son parcours à Bercy, sa filiation un peu Jean-Jacques Schreiber, Mendès, Rocard, Giscard, le mot réforme lui colle. Mais il a compris que la France qui tente depuis 40 ans de faire des réformes est dans une impasse. Le réformisme, c'est-à-dire tenter d'amodier, d'amender, de corriger, d'améliorer, ça échoue tout le temps. Parce que l'administration étouffe les réformes, parce que les Français visés par les réformes les refusent, et que donc réformer, ça ne sert à rien, qu'il faut révolutionner. Mais là encore, pas révolutionner pour faire la tabula rasa, pour tout casser. Révolutionner pour remettre en route une machine qui fonctionnait bien pendant les 30 Glorieuses. Alors, pourquoi Macron est le fils de Lafayette? Lafayette, c'est l'homme de la fête de la Fédération. Oui. Donc, du 14 juillet 1790. C'est-à-dire l'homme qui croit profondément qu'entre un ordre ancien, l'Ancien Régime, et un ordre nouveau, il y a un équilibre possible. Et qu'on peut ajouter les vertus de l'Ancien Régime, non seulement la fidélité au roi, la stabilité, un ordre social où chacun se respecte, mais les vertus du monde nouveau, c'est-à-dire ceux qui ont du talent, ils doivent pouvoir grimper dans la société même s'ils n'ont pas une particule et un titre nobiliaire. Et donc, il faut aider le monde nouveau à surgir et aider le monde ancien à se préserver. C'est le et en même temps. Oui, c'est les trois mots qui résument l'Ancien Régime et la Révolution. Et le monde ancien et le monde nouveau. C'est-à-dire ce que Gramsci appelle la crise, le monde ancien n'a pas encore disparu, le monde nouveau n'est pas encore né. Lafayette ou Macron l'appelle l'opportunité. C'est une chance que d'avoir un monde ancien qui disparaît sans disparaître et un monde nouveau qui a du mal à surgir. Et crise et opportunité, c'est le même mot en chinois. Et donc, à une époque où la Chine est une puissance dominante ou appelée à l'être, le fait qu'en chinois, crise et opportunité soient le même idéogramme montre bien que de Lafayette à Macron, c'est un processus possible de régénération d'une nation. Lafayette a échoué. Même s'il a survécu, même s'il a joué un rôle après jusqu'à Louis-Philippe, c'est-à-dire jusqu'à incarner une nouvelle tentative d'équilibre entre l'ancien et le nouveau, entre la royauté et le drapeau tricolore, Lafayette a échoué. Est-ce que Macron va échouer? Est-ce qu'après Macron, on aura Robespierre, c'est-à-dire une vraie révolution qui coupe les têtes? Pourquoi pas? Si les Gilets jaunes avaient vraiment envahi l'Élysée et pris le pouvoir, on en serait sans doute là aujourd'hui. On serait au fond du trou avec des gens qui seraient liquidés la nuit. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors, si son père c'était Lafayette, sa mère, ce serait peut-être Jacques-Pierre Brissot. Parce qu'il y a un zeste... Alors, plus personne sait qui c'est maintenant. Non. Mais il faut dire qui c'est. C'était quelqu'un qui avait dénoncé les massacres de septembre de la Révolution, tout en empêchant la mort du roi pour finalement voter la mort du roi. Donc c'était en même temps macronien. Oui, en fait. mais c'est un et en même temps Brissot qui cherche à concilier. Il ne cherche pas à additionner, il cherche à dire, bon, si on vous concède ceci, est-ce que vous renoncez à cela? Ce que d'ailleurs une bonne partie aussi des Girondins, ce qu'une bonne partie de ceux qui ont suivi Danton pouvaient aussi penser. Chercher le juste milieu. Macron ne cherche pas le juste milieu. Il cherche à ajouter le meilleur des deux bords. Et donc il crée comme ça un équilibre du et en même temps et droite et gauche, en ayant comme adversaire finalement que les extrêmes. Et donc ce qui peut battre Macron, c'est l'union des extrêmes. Ou bien un extrême dévorant l'autre. C'est tout l'enjeu de la période que l'on vit. Est-ce qu'on va avoir du rouge-brun? Alors on n'imagine pas Mélenchon et Marine Le Pen faire un accord politique, ça n'arrivera pas. Mais est-ce que Marine Le Pen va siphonner l'électorat de Mélenchon? Est-ce que les électorats RN et LFI vont se parler, se rendre compte qu'ils sont dans la même situation sociale, qu'ils ont les mêmes revendications et qu'à quelques détails près, ils peuvent porter le même projet politique? C'est ça l'enjeu des 2 ans qui sont devant nous, sur fond de colère sociale et de crise économique. C'est exactement l'enjeu qu'on a eu en Italie, où Salvini était à la fois appuyé sur le mouvement de Beppe Grillo et sur l'extrême droite. Et l'époque Salvini, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite associés dans un attelage au pouvoir, à cause de la proportionnelle, bien entendu. Ça s'est terminé comment? L'extrême droite de Salvini a dévoré l'extrême gauche et a explosé en vol. Donc, on verra ce qui se passe en France. Alors, il y a un passage génial, c'est presque un peu déprimant, parce que vous essayez de trouver des modèles de Macron dans la Révolution, vous n'en trouvez pas, du coup vous trouvez des seconds rôles de la Révolution. Alors quand on n'a pas trouvé le premier rôle, on va au second rôle, et là vous en trouvez quelques-uns, et vous trouvez par exemple le père de Mirabeau, qui était un physiocrate, et vous dites que les physiocrates, c'est les ancêtres des start-up rurales de Macron.
Ça, c'est amusant. Bien sûr. De la même manière que François de Château, Ouais. c'est l'inventeur de la statistique, mais en ça, c'est aussi un des pères de Macron. Exactement. Ce sont des économistes. C'est-à-dire, ils pensent le changement politique par l'économie. Alors à l'époque, ils sont évidemment pas en première ligne, puisqu'on veut d'abord faire des déclarations des droits de l'homme, de la pure politique. Mais en fait, c'est peut-être ceux qui avaient les meilleures idées, et les idées qu'on va retrouver tout au long du 19e siècle. François de Neufchâteau a en plus un rôle historique très important, parce que c'était un auteur. Il Bien avait sûr. adapté un roman britannique à l'eau de rose sur une jeune fille qui veut pas céder à son fiancé. Et cette pièce faisait l'éloge de la modération. Et quand elle a été jouée à la Comédie Française en septembre 93, elle a été interrompue par les robespierristes, par un très très proche ami de Robespierre, qui a interrompu la représentation en disant « Mais pourquoi faites-vous l'éloge de la modération ? La modération, ça empêche les révolutions. Vous êtes contre-révolutionnaire. » Et c'est ainsi que tous les comédiens et les comédiennes de la Comédie Française ont été arrêtés, condamnés à la guillotine ou à la déportation en Louisiane pour les femmes. Et ils ont survécu 11 mois dans les geôles de la terreur, parce que leur geôlier était un ancien figurant de la Comédie Française. Et donc il les a épargnés en cachant leur dossier, en détruisant leur dossier. Ils ont été oubliés dans les geôles et au moment de Thermidor, ils sont libérés. Donc François de Neufchâteau, par le hasard de... Ah, il a été libéré. Alors lui-même était auteur, Oui, oui. donc il a eu d'autres ennuis et il a fini Oui, par il a être été cassé. guillotiné, Et c'est les ça, le comédiens drame, ouais. français emprisonnés à cause du texte de François de Neufchâteau ont été épargnés. Et d'ailleurs, c'est un point commun avec Macron qui aime beaucoup le théâtre. Exactement. Qui va finir de la même manière. Donc, Exactement, c'est-à-dire peut-être, mais on verra, mais entre-temps, enfin depuis les excès révolutionnaires, notre pays a conçu le dégoût du sang qui coule. Alors regardez les gilets jaunes. Il n'y a pas eu un seul mort volontaire. Il y a eu des morts accidentelles, écrasés sur les ronds-points, des accidents avec les grenades, bon, c'est terrible. Mais aucun gilet jaune n'est venu avec un fusil pour tirer dans la police, et aucun policier n'a sorti son arme pour tuer un gilet jaune. Donc nous vivons une époque où nous voulons des révolutions sans que le sang coule. Nous avons aboli la peine de mort, ça nous est insupportable. Donc on a franchi ce cap qui s'appelle peut-être la sénescence d'une nation, c'est peut-être une vieillesse, mais qui est aussi une sagesse, c'est-à-dire aucun changement politique ne mérite qu'on tue des gens. Et on voit qu'au-delà de la révolution en général, étonnamment, les figures auxquelles vous comparez Macron ne sont pas toujours, même pas la plupart du temps, les figures de premier plan. Vous citez par exemple Georges Mandel, l'homme politique idéal, il faudrait qu'il ait l'âme d'un Richelieu, le cœur d'un Villars, la souplesse d'un Mazarin, l'expérience d'un Talleyrand, le patriotisme d'un Clémenceau. Or, en fait, Macron n'est aucune de ces figures. Il est davantage Philippe d'Orléans que Mazarin ou Louis XIV, Guizot ou Thiers que Talleyrand. Il est très tiers, Macron. Très très tiers. Il n'est pas de ses premiers rôles parce que les premiers rôles finissent par être emportés par un trait de leur caractère. Or Macron est sans cesse comme un arlequin en train d'essayer de composer en empruntant à beaucoup de modèles. D'abord parce qu'il est jeune, donc il n'est pas encore complété, et aussi parce qu'il a compris que la société française avait de multiples références et qu'il fallait tirer des fils pour que chacun s'y reconnaisse. Et je pense que le personnage dont il se rapproche le plus, c'est Thiers, parce que Thiers non seulement est Premier ministre de Louis-Philippe, et puis après l'homme qui va installer la République, jusqu'à être presque un héros républicain à sa mort en 77. Il y a au moins 2 tiers. Il y a 2 tiers, exactement. Et il y en a même 4 peut-être chez Macron. Mais Thiers est aussi celui qui comprend son siècle et qui se dit, bon, j'avais un rêve politique, mais ça marche plus comme ça. Donc, je vais choisir la durée pour mon pays plutôt que la satisfaction pour moi. C'est comme ça qu'il trahit, entre guillemets, les monarchistes. Et vous avez une forme géniale sur Macron, vous dites c'est un cavalier qui veut changer de cheval au galop, mais ne veut pas changer de direction, et en même temps qui aimerait bien modifier génétiquement le cheval, sans passer pour autant par l'écurie. Exactement. C'est ça. Tout ça en même temps. Ouais. Et en marche. Cheval C'est-à-dire qui a- sans s'arrêter. Et en marche et en même temps, c'est les 2 slogans de la Macronie. Et c'est un révolutionnaire dans l'État, par l'État et pour l'État, mais pas tellement pour le pays, pour le peuple. Non, parce qu'il est quand même le produit d'une technocratie, d'un élitisme républicain, matiné d'expérience bancaire. Honnêtement, c'est formidable. C'est la plus belle mécanique intellectuelle actuellement en politique, Macron. Et ceux qui le prennent pour un idiot commettent une grave erreur. Mais cette intelligence est formatée et programmée par des logiciels qui ne correspondent pas à 100% de ce qu'est la machine française. Et notamment, il lui manque profondément un logiciel rural, qui n'est pas provincial, parce que l'adolescence à Amiens l'a marqué, mais rural, ce qu'est la campagne, ce que sont les arbres, ce qu'est l'agriculture. Et puis, il lui manque sans doute un logiciel, j'allais dire de la pauvreté. Non, c'est pas cela. Il suffit pas en plus d'avoir vécu la pauvreté pour comprendre les pauvres, mais il lui manque un logiciel complet sur toute la pyramide
de la société française. Et le bas de la pyramide, il le connaît par les statistiques, il ne l'a pas appréhendé, ni dans ses fréquentations, ni dans sa chair, et cette connaissance-là lui manque cruellement. Les élus précédents, les présidents précédents n'avaient pas plus été pauvres et malheureux que Macron. Chirac est né dans une grande famille, Mitterrand pareil, ils n'avaient pas eu l'expérience de la pauvreté. Ils avaient été élus. Mais ils avaient été élus locaux. En Corrèze, Ils avaient été élus locaux, donc ils avaient la ruralité pour eux, et même ceux qui étaient en zone urbaine comme Sarkozy, ils avaient cette expérience d'élus locaux. Qu'est-ce qu'on voit quand on est élus locaux? On voit la petite misère de tous les jours. La mère de famille qui élève seule ses enfants, qui n'a pas le sou, le clochard, le BAS, le bureau d'aide sociale. C'est la réalité des maires. Quand vous êtes maire, vous savez ce que c'est que l'aide sociale, donc la misère sociale. C'est pas que des SDF, c'est pas que des gens qui vont mourir, mais c'est des gens qui ont tout le temps besoin d'être aidés. Et ça, Macron ne l'a jamais appréhendé. Il l'a vu dans les statistiques de l'ENA. Il ne l'a jamais appréhendé puisqu'il lui a manqué cette ascension classique, maire de sa petite ville, conseiller départemental, député. Mais en même temps, si Macron avait fait cette ascension-là, il aurait été élu président à 60 ans et ça ne serait pas Macron. Donc il ne faut pas lui reprocher de ne pas être ce qu'il ne pouvait pas être en étant Macron. Alors maintenant, on va passer à une nouvelle séquence qui est la plus pointue. Alors on va essayer de faire quelque chose de simple. C'est quel philosophe est Macron? Alors, vous dites une chose assez drôle, c'est que quand les biographes ont toujours une image à peu près de la personne sur laquelle ils écrivent leur biographie, Mitterrand, ce serait une sorte de héros littéraire, De Gaulle, ce serait le souverain de l'ancien temps, Sarko, ce serait le joueur de foot, c'est sympa pour lui, et Macron, ce serait le philosophe. Oui. Ou l'économiste peut-être. Oui, je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. C'est un mélange des deux. Plus exactement, je pense qu'il s'est fait philosophe. Il est vraiment un fan de philosophie, un praticien de la philosophie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il a mis ça en avant parce qu'il sentait que pour être élu dans un pays où la littérature est tellement importante pour la vie politique, il fallait dire ça aux Français. S'il a dit aux Français, je suis un économiste, ça n'aurait pas marché. Le meilleur économiste de France a échoué à se faire élire président de la République, c'était Raymond Barre en 1988. Le deuxième meilleur économiste de France n'a même pas été foutu d'être candidat, c'était Jacques Delors. Donc être économiste, c'est très apprécié par les Français quand on est ministre, Premier ministre, mais quand on veut être président, il ne faut pas leur offrir une calculette. Et donc Macron a compris ça, donc il a mis en avant son portrait de philosophe, son profil de philosophe, alors qu'il est fondamentalement plus un économiste qu'un philosophe. Mais c'est un vrai adepte de la philosophie. Sa fréquentation des philosophes, sa fréquentation de Ricoeur, sa connaissance des textes est réelle, c'est une vraie culture, c'est pas plaqué. C'est pas comme Nicolas Sarkozy découvrant la littérature et le cinéma pendant qu'il est à l'Élysée parce qu'il a épousé Carla Bruni. Oui, cette fameuse anecdote où il arrive, il dit « Regarde tous les films que j'ai vus et ils sont tous sous mystère. » C'est Karl Dreyer et voilà, il reparaît toujours du même film. Donc c'est un vrai converti tardif, Sarkozy, mais tardif. Macron, il a grandi, depuis ses années d'études, dans le goût de la littérature et de la philosophie. D'ailleurs, on l'assimile parfois, certaines personnes, un peu aux philosophes qu'on apprend en première, aux philosophes du bac. Et ça, vous en parlez, et vous dites, c'est complètement faux. Ah, c'est faux, parce que c'est faux. Je pense qu'il a une maîtrise plus profonde des textes, qu'il a lui-même une réflexion philosophique, c'est-à-dire, il se fait son cocktail de penseurs et il essaye d'en produire quelque chose. Et là, Ricoeur a eu, dans cette maïeutique, une grande responsabilité. Après, il est quand même un peu cagneux dans sa pratique de la philosophie, mais qui ne l'est pas? À part les professionnels agrégés de philo, on a tous des petits tiroirs dans lesquels on a quelques concepts et quelques citations, puis on fait avec. Donc on ne peut pas reprocher à Macron, qui n'est pas devenu professionnel de la philosophie, d'avoir une sorte de mosaïque comme ça de pensée. Mais néanmoins, c'est pas seulement de la référence pour faire des citations dans le discours. Il appuie sa stratégie politique là-dessus. Quand il est à Athènes, donc à l'automne 2017, le fameux discours de la PNIX, on est fin août, il va faire le grand discours sur l'Europe fin septembre à la Sorbonne, sur la PNIX quand il cite Hegel et quand il s'adresse à cet endroit-là, à l'Europe à travers la Grèce, c'est une profonde conviction. C'est pas pour faire joli. Il est persuadé que sa stratégie pour l'Europe fonctionnera d'autant mieux qu'il la lance depuis l'Acropole. Et il cite de Hegel, la chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée du crépuscule. Alors tous les journalistes se sont jetés sur la citation. Oui, en disant, il était sur l'SD, que spécial. La chouette qui est Minerve. C'est une phrase profondément pessimiste. Ouais. C'est l'idée que le philosophe arrive après les événements, leur donne un sens, c'est son apport, et en mesure la fin. Et donc en cela, le philosophe est quelque part précieux et inutile. Il arrive trop tard. Le philosophe est toujours en retard. Toujours en retard parce que s'il est en avance sur les événements, il n'est pas philosophe. Il est autre chose. Et Macron nous dit là que s'il est président philosophe, il arrivera après les événements, qu'il ne veut pas l'être,
Et que donc, il doit un peu abandonner ses habits de philosophe pour adopter d'autres habits, notamment les habits du stratège et de l'économiste. Et donc après, il déroule une pensée, et là, c'est vraiment uniquement pour l'Europe, parce que la philosophie, pour lui, c'est une façon d'embrasser toute la pensée européenne. Les Grecs, les Allemands, les Britanniques, nous, les Italiens, etc. À ce moment-là, il nous dit, voilà, ce n'est pas en philosophe que je vais changer l'Europe, c'est en économiste et en stratège politique. Ce qu'il va faire, avec des succès mitigés, mais des succès réels. À l'heure où nous parlons, la présidente de la Commission européenne est une Allemande Macron-compatible, la présidente de la Banque centrale est une Française Macron-compatible, celui qui s'occupe de la politique étrangère est sur la ligne de Macron, celui qui préside le Conseil de l'Europe, Charles Michel, est sur la ligne de Macron. Macron, en ayant fait des élections européennes médiocres, mais pas nulles, a réussi à recomposer le paysage républicain européen contre les populistes, contre les Allemands, le fameux Spitzenkandidat qui devait prendre la Commission, Macron l'a tué, et il a les positions. Maintenant, il faut faire une nouvelle Europe avec ça. Et ça, peut-être que la crise du coronavirus, le plan de relance, l'emprunt européen, qui est son idée enfin acceptée, va lui permettre de faire ça. L'autre volet de son action, qui pour moi est aussi une action européenne, c'est d'avoir tué l'OTAN. L'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est peut-être la phrase la plus courageuse de Macron en termes géopolitiques depuis 2017, confirmée ces derniers jours par son bras de fer avec la Turquie, membre de l'OTAN. Si la France et la Turquie se déchirent, c'est que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Alors pour revenir sur le philosophe toujours en retard, on disait de Hollande que finalement au lieu de faire son mandat, il a passé son mandat à commenter son mandat, à être Christophe Barbier en fait. Oui. Et est-ce que finalement il avait un côté président philosophe? Mais c'est ça, Hollande était un journaliste. Hollande est un formidable commentateur. Il a été journaliste puisqu'il a dirigé le Matin de Paris au tout début de l'expérience. Meilleur que vous? Je pense qu'il serait meilleur que moi dans le commentaire. Ah oui? Ah oui, je pense que Hollande, s'il avait choisi la vocation éditorialiste politique, aurait écrasé tout le monde. Parce qu'il a une vision très très claire de qui fait quoi et il est très habile. Il a une jovialité. Il est toujours plein d'humour. Un humour à l'esprit. Et il faut ça pour être éditorialiste politique. Parce que si on se prend au sérieux, on devient prof ou bien politique soi-même. Et donc c'est pas un prof de sciences politiques, Hollande, c'est vraiment un commentateur. Et qui aurait fait un formidable... Oui, il l'avait. Il lui manquait, Hollande, beaucoup de culture historique. Mais sur l'histoire courte, c'est-à-dire les 40 dernières années, il avait l'érudition des partis. Il lui aurait manqué la référence historique, il aurait dû bosser littéraire un peu peut-être aussi. Littéraire, historique était un peu faible. En revanche, il avait autre chose, donc il aurait pu faire son métier aussi. Ça aurait été un formidable commentateur sportif. Les matchs de foot, il en a... C'est l'essentiel. Oui, mais pour la vie politique, qui est aussi une compétition, ça aide. Ramener Hollande à Pierre Ménès, c'est vrai que ça, il va être content. Il va être heureux là, je pense. Regardez les émissions politiques que font d'anciens journalistes sportifs. Pierre-Louis Basse, homme de plume, qui adore la politique. Pascal Praud. Qui est un homme très cultivé. Donc vous voyez, le sport, la politique, la littérature, dans notre pays, ça participe de la même chose, c'est-à-dire comment je vous raconte la partie. Comment je vous raconte le 21 avril 2002, Le Pen face à Chirac. Comment je vous raconte Napoléon à Waterloo. Comment je vous raconte. Et le sport, dans notre vie contemporaine, a pris cette place des épopées anciennes. Maintenant, c'est comment Didier Deschamps a gagné la Coupe du Monde 2018, comment on a Zidane a commencé par 2 coups de tête en finale de la Coupe du Monde 98, 2 buts, et un coup de boule en finale de la Coupe du Monde 2006, carton rouge et on perd la finale. Voilà, on raconte des tragédies antiques à propos du sport. Oui, c'est drôle d'ailleurs, parce que finalement tout votre livre rejoint tout à fait les travaux du sociologue Michel Maffezoli, qui dit que finalement la post-modernité, c'est pas du tout la modernité, c'est le retour de l'archaïque, c'est le retour finalement des dieux anciens. Alors on a les dieux du sport, il y a finalement un retour de l'archaïque qu'on n'avait pas dans la modernité. Moins un détail quand même qui a son importance, c'est un simulacre. On n'égorge plus les enfants pour faire des sacrifices humains, le vainqueur n'est pas exécuté sur place, on n'a plus ce tragique abouti de l'archaïque. Parce qu'on n'a plus non plus la transcendance aboutie. On fait plus ça pour des dieux, on n'y croit plus, on fait ça pour le peuple, pour les médias, pour nous-mêmes. Donc on va pas tuer vraiment les gens. Voilà, tout ça c'est des simulacres. C'est bien d'ailleurs les simulacres. Vaut mieux se battre sur un terrain de sport que se faire la guerre. Vous êtes un homme de théâtre, bien sûr, ça vous va. Mais pensez-vous que parce que c'est un essai très érudit finalement, est-ce que vous pensez que Macron a toutes ces références, non pas seulement en philosophie, mais que par exemple il s'est lui-même situé Titus et Dioclétien, Sertorius et Thémistocle, ou est-ce que tel un exégèse de Normal Sup, vous prêtez à Macron des intentions ou des références qu'il n'a pas en réalité? Les hommes ne sont pas conscients de leur destin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'ils calculent tout, mais ils sont calculés eux-mêmes par ce qui s'appelle le fatum. On va parler des philosophes que répète Macron. Macron aime Platon
Pour 2 raisons. Car il aime les plis et les entrebâillements. Alors là, il faut un peu préciser. Macron a une passion pour les plis et les entrebâillements. C'est Roland Barthes qui disait le plaisir est dans l'entrebâillement. C'est très Macron, ça. C'est très Macron parce qu'il n'est pas c'est pas un dogmatique, Macron. On peut lui faire tous les reproches qu'on veut, c'est pas un dogmatique. Donc il aime bien jouer sur les interstices, sur le moment où dans un dialogue, on va partir d'une phrase et on va faire s'effondrer tout un raisonnement, et ça, il aime bien. Néanmoins, je ne suis pas certain qu'il soit si platonicien que cela. C'est tentant parce qu'il y a aussi la métaphore de la caverne, donc cette idée de la République, quelque part. Mais je pense pas que ça supporte longtemps l'analyse. Et n'oublions pas que Platon a fini jeté dans une galère et viré de Sicile. Exactement. Parce que il n'avait pas reconnu Denis de Syracuse comme étant le tyran idéal, c'est-à-dire le tyran appuyé sur le philosophe. Et donc, je ne sais pas de quel des deux serait Macron, un tyran déçu par les philosophes ou un philosophe qui ne reconnaîtrait pas son tyran, mais il y a quelque chose là du pouvoir parfait que Macron a sans doute espéré être quand il a gagné. Macron, il réalise le rêve de Giscard, 2 Français sur 3. Alors c'est parce qu'il affrontait Le Pen, il fait 66%. Mais il avait quand même dans l'idée que son « et en même temps » abouti, ça serait à terme la réunion, l'unité du peuple français, au moins des 2 tiers, sur la raison, sur le projet commun, sur le bon sens. Et c'est ça que les Gilets jaunes ont cassé. Et alors, dans les autres philosophes qui influencent, il y a Descartes. Alors c'est assez simple, c'est la prudence, l'efficacité, la modération. Larvatus pro deo. J'avance masqué, pour Descartes, c'est une devise de prudence. Parce que si je n'avance pas masqué, je vais finir brûlé, comme certains philosophes en Italie. Donc il faut que je sois très audacieux dans mes idées et très prudent dans la forme pour ne pas éveiller la vigilance des gardiens du temple. Et donc Macron reprend un petit peu cela dans la période 2014-2016. C'est-à-dire il fait sauter la gauche de l'intérieur, comme Descartes a pu faire sauter certaines croyances et imposer le cartésianisme, le triomphe de la raison, mais avec une grande prudence pour pas être démasqué et châtié. Alors, vous parlez aussi de Kant, parce que Kant, Macron a repris un des concepts phares de Kant, qui est l'impératif catégorique. Et il faut dire 2 mots de ça, mais Macron est quand même un mauvais kantien parce que il a fait basculer Kant dans une sorte de côté donneur de leçons, distributeur de bons points, vers une sorte de bonheur qu'il aurait lui-même choisi. Oui, je pense que l'impératif catégorique, ça tient pas la route. C'est-à-dire que cette ambition kantienne était peut-être dans les textes de Macron, que sa pratique du pouvoir finalement nie et démonte. Je ne sais pas s'il reste l'autre partie de Kant, c'est-à-dire le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. C'est-à-dire la manière dont je guide mon action avec une force des reins, parce que j'ai en moi une loi morale qui est plus forte que tout et qui finalement me rassure parce que je n'ai qu'à lui obéir. Ça, on ne le saura qu'à la fin. On ne le saura qu'à la fin parce qu'on va voir si Macron, se fait réélire. Et s'il se fait réélire, est-ce qu'il se fait réélire par habileté, opportunisme et démagogie, en donnant de l'argent public à tout le monde pour que personne soit en colère et en rusant avec ses adversaires pour qu'ils se neutralisent, ou s'il arrive à se faire réélire en imposant le macronisme et en étant enfin choisi pour ce qu'il est. Alors, il aurait pu être aussi égal comme penseur de l'histoire, comme penseur qui a vu Napoléon la veille d'Iéna. Mais il est Napoléon, lui. Enfin, il veut être Napoléon. Je pense pas que Napoléon soit une bonne figure. Tout le monde dit Macron, c'est Bonaparte, le coup d'État, ça tient pas la route. Mais il le veut être l'homme sur le cheval de l'histoire, Macron. Il veut pas être Hegel qui le regarde passer. Mais vous dites que finalement il a assez mal lu Hegel parce que il confond ce que veut le peuple avec ce qu'il veut lui pour le peuple. Et là, il n'a pas si bien compris Hegel que ça. Oui, c'est ça. Il est persuadé que ce qu'il veut lui pour le peuple va être reconnu par le peuple comme étant ce qui est bon pour le peuple. Et je pense que il a pu avoir raison dans la première année de son quinquennat, parce que quand il fait la réforme du travail, du droit du travail, et la réforme de la SNCF, le peuple lui donne raison. Et lui dit, mais oui, c'est conservatisme, c'est corporatisme, nous le peuple, on voit depuis 30 ans, à chaque fois qu'il y a une réforme, la CGT bloquait tout, on les soutient plus. Et Macron arrive à faire des réformes qu'aucun autre n'avait réussi à faire. Et là, il doit se dire, ça y est, ce que je veux pour le peuple, c'est aussi ce que le peuple veut, mais il n'osait pas le dire, parce qu'il y avait la tyrannie des syndicats. Et les Gilets jaunes arrivent. Et là, d'un seul coup, ça annule ce raisonnement en disant, bah non, finalement, ce que veut le peuple, en tout cas, ceux qui se décrètent le peuple, les Gilets jaunes sont dans l'abus de langage quand ils disent ça, mais enfin, ils se décrètent le peuple et ils veulent couper la tête de Macron. Ils veulent arrêter le macronisme. Donc là, il y a un hiatus. Voilà. Macron, d'un seul coup, n'est plus l'homme de pouvoir idéal tel que dépeint par Hegel. Et ça,
D'ailleurs, son mémoire sur Hegel, il a fait un mémoire sur Hegel, est introuvable. Oui, il y a 2-3 petites choses qui sont introuvables. Comme son premier roman, Babylone. Exactement, qui se passe dans la conquête de l'Amérique du Sud par de sanglants conquistadors. Il y a des choses comme ça. L'apologie de crimes contre l'humanité aujourd'hui. Donc, oui, alors, on ne sait pas comment il a raconté l'histoire, mais oui, je ne sais pas s'il idéalisait ce personnage ou si au contraire... Sur Cortés ou s'il le détruisait. Moi, Cortés a découvert la Californie. Alors, pas Hollywood, hein, la Californie, la petite pointe qui est encore mexicaine. Mais enfin, quand même, peut-être que Cortés peut être considéré comme le premier Européen à la Silicon Valley. C'est peut-être ça que Macron, finalement, a reconnu dans Cortés, c'est le start-up. La start-up qui fait qu'avec un petit groupe, vous arrivez à ravager une civilisation, voler un trésor, écrire une épopée et découvrir la Californie. Mais j'aimerais bien lire Babylone. C'est dommage. On veut tous se lire. On va faire une grande enquête pour le retrouver. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de manière accessible. Alors peut-être que Macron n'a tout simplement pas envie qu'on voit son style adolescent, qui doit être comme tous nos romans d'adolescents, illisible. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que quand il sera plus à l'Élysée, en 2022 ou en 2027, il rende public cette partie-là, ne serait-ce que pour ceux qui feront des biographies de Macron complètes à ce moment-là. Ce serait peut-être aussi bien que Le miel et l'abeille, chef-d'œuvre immortel. Alors, mais vous écrivez un truc assez drôle qui m'a étonné. L'abeille et l'architecte de Mitterrand, La paille et le grain, c'est des recueils de chroniques. Mais Le miel et l'abeille, il y en a un qui s'appelle Le miel et l'abeille, qui est un roman de L'abeille et l'architecte, c'est une phrase de Marx. Oui. C'est pas... Alors, c'est l'abeille et l'architecte, pardon. Oui. J'ai fait une erreur. Mitterrand avait écrit un roman de jeunesse. Ouais. Il a écrit aussi des poèmes à sa première conquête, dont on a retrouvé plus ou moins des traces. Et puis il y a eu toute la correspondance avec Anne Arnaud, dont elle a fait un recueil. Bon, Mitterrand était un vrai littéraire. Il rêvait d'être Lamartine, c'est-à-dire un génie littéraire qui faisait de la politique. Il a été l'inverse. Il a été un génie politique qui a fait un tout petit peu de littérature. Ça marche mieux dans les urnes, d'ailleurs. Ça marche mieux dans les urnes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il aimait Chardon, Morand, Brasillac. Il n'aimait que des écrivains de droite. Il était de droite. Mitterrand n'a jamais été de gauche, sauf pendant les 7 années ou les 10 années qui lui ont été nécessaires pour conquérir le pouvoir. Il ne pouvait pas prendre le pouvoir en étant l'héritier de De Gaulle. Il avait été l'ennemi de De Gaulle, il avait insulté De Gaulle. Donc il ne pouvait prendre le pouvoir qu'en étant l'ennemi des gaullistes, l'autre du gaullisme, c'est-à-dire le socialisme. Comme ils n'avaient pas de leader, ça tombait bien. Il a donc fait une sorte de coup d'État. Il a pris d'assaut le PS en 71. Pendant 10 ans, il a été vraiment de gauche, allié avec les communistes, rupture avec le capitalisme. Et puis une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a tout arrêté. En 10 minutes, il est devenu de droite pour les institutions. Donc il a été plus gaulien que De Gaulle. Et en 2 ans et demi, il est devenu de droite pour l'économie. Tout en restant fidèle à ce qu'il était, c'est-à-dire un Européen convaincu. Il y a une chose très drôle sur Mitterrand, mais c'est complètement hors sujet, mais il sert à la fois à des gens pour dire que des socialistes ont été collabos, et à la fois à des gens pour dire que des gens d'extrême droite ont été résistants. Ce qui prouve toutes les ambiguïtés du personnage. Et puis les parcours complexes de l'époque. Voilà. Aussi. Parce que Mitterrand a été un authentique résistant, et il a vraiment cru dans le maréchal Pétain. Voilà. Après, la question est de savoir quand est-ce qu'il a tourné. Est-ce que c'est fin 42, début 43 ou mi-43. C'est là que... Plus c'est tard, moins il est résistant. Voilà. Mais il a quand même été après un résistant extrêmement courageux qui aurait pu y laisser sa peau. Voilà. C'est une bonne leçon pour notre époque, qui veut que tout soit blanc, noir, bon ou méchant, innocent ou coupable. Revoir la période de Vichy avec des parcours comme celui de Mitterrand, ça montre bien que ce classement-là, dichotomique, binaire, il est impossible et stupide. Alors, il y a une autre chose dans l'ambiguïté qui est assez amusante, et là, il faut vous donner des explications. Vous dites que si Macron était né 30 ans plus tôt, il aurait été marxiste. Pas tendance Groucho, mais tendance Balibar. Oui. Alors là, il faut nous expliquer. Parce que son goût pour les penseurs, pour les mentors, il aurait été à Normal Sup, béat d'admiration devant Althusser. Ouais. Et il se serait emballé pour le maoïsme, s'il était né carrément plus tôt. S'il avait eu 20 ans en 60, 65, il aurait été dans ses aventures d'opium intellectuel et d'évidence. Et après, il en serait revenu. Et il aurait fait une grande carrière de businessman, comme d'ailleurs beaucoup de gauchistes. Il aurait pris la direction d'un groupe de presse, d'une agence de pub, d'une banque, et il aurait fait une grosse fortune. Mais il aurait commencé par cette aventure intellectuelle extrémiste qu'ont été toutes ces écoles, Mao, trotskistes. Bien sûr, comme Solaire, oui, bien sûr. Ça aurait été chez lui d'abord une esthétique, et puis en plus une passion intellectuelle, parce que quand on a 20 ans, on brûle par les idées. Et si le philosophe préféré de Macron, c'était pas Jésus ? Oui. Oui, je pense qu'il y a aussi cela chez lui.
Il y a un côté catho. Oui. D'abord, il y a vraiment chez lui un rapport à la spiritualité intéressant, et notamment catholique, puisqu'il demande à être baptisé. Moi, je connais pas beaucoup d'enfants qui, à 12 ans, papa, maman, je voudrais être baptisé. Enfin, c'est pas une démarche très courante à la fin du XXe siècle. Et il y a toujours cette idée qu'il y a quelque chose ailleurs. Exactement comme pendant la campagne présidentielle, il a de manière assez culottée expliqué que la France avait une carence de figure royale, donc était en manque du roi qu'on a guillotiné. Il a assumé l'idée que Dieu, la transcendance, une croyance, c'était nécessaire à la nature humaine, à la condition humaine. Et quand il va parler aux représentants du culte catholique, au couvent des Bernardins, je crois, qu'il leur fait un discours. Tout à fait. C'est un discours profondément contestable dans la fonction laïque d'un président de la République française. Honnêtement, moi, ce discours m'a choqué, m'a inquiété, parce que je me suis dit, s'il a cette opinion-là sur toutes les religions, il est en train de nous préparer une république multireligieuse, mais très religieuse. Et ça m'a un peu inquiété, et je n'ai pas été rassuré depuis, parce qu'il avait promis un grand discours sur les cultes qu'on n'a jamais eu. Mais jamais eu. Le grand discours de Macron qui devait prononcer en décembre 2017, qui a été annulé, il y avait les obsèques de Johnny. Ah bon, qui a été reporté, puis reporté, puis Encore reporté. le retour des idoles, le retour de l'antique. Exactement. On ne l'a jamais eu, ce grand discours sur les religions. On a eu des bouts. On a eu le bout sur le séparatisme, peu de temps avant l'épidémie, pour gérer mieux l'islam de France. On a eu des bouts sur la chrétienté avec ce discours devant les représentants des évêques, la conférence des évêques, mais on n'a pas encore le grand discours, moi, président de la République, Dieu, la religion, la France laïque, par Emmanuel Macron. Et surtout, et c'est une faille. Le jour de sa victoire, devant la pyramide, il dit « Je vous présiderai avec amour Alors, ». Si ça, c'est pas christique. Ouais. Et à part un curé ou Patrick Sébastien, personne ne dit ça. Non, c'est aimez-vous les uns les autres. Il y a un Français, je vais vous prévenir. Ne sifflez pas nos adversaires dans les meetings. Vous êtes de droite, vous êtes de gauche, ça n'a aucune importance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je vous présiderai avec amour, c'est ça. Et quand Macron quittera le pouvoir, tôt ou tard, il dira cela aux Français. Mitterrand avait dit « Je crois aux forces de l'esprit ». Parce que Mitterrand allait vers sa mort. Macron, qui quittera le pouvoir à même pas 50 ans, il dira pas ça. Donc il leur dira « Prolongez le message d'amour. Voilà, répandez mon évangile d'amour ». Je suis sûr qu'il partira battu ou glorifié, réélu ou battu. Quel que soit le scénario de son départ, ça sera un message « Aimez-vous les uns les autres ». Il a ce côté christique un petit peu ridicule. Ça fait un peu enfant de cœur. Et néanmoins sincère, profond, et enraciné. D'où mon inquiétude. Moi qui suis très laïque pour la politique, je considère que quand un président commence à aller sur ce terrain-là, un président de la République, c'est un terrain glissant. Et je constate que les résistances républicaines s'étiolent. Vous avez une droite qui, à travers sa recherche identitaire, Vauquier, Bellamy, est allée de plus en plus vers le côté vendéen, Villiers, Puy du Fou, Jeanne d'Arc, Jésus. Il est allé au Puy du Fou d'ailleurs, avec son Villiers. La dérive vendéenne, très catho, très Sacré-Cœur de la droite m'inquiète un peu. Et la dérive de Mélenchon m'inquiète aussi. Mélenchon qui va à la manif contre l'islamophobie, c'est-à-dire qu'il semble accréditer l'idée que peut-être quelques concessions au communautarisme, quelques pacte avec les religions pour gérer les affaires publiques, ça serait possible. Il ne le formule pas, il le nie, mais il le pratique. Donc je m'inquiète de Mélenchon, le grand républicain, je m'inquiète de la droite très laïque dans leur dérive, et je vois au milieu un Macron qui laisse filer dans ce sens-là. Ça m'inquiète. Est-ce que le 21e siècle sera religieux, il ne sera pas. Est-ce que vous vous inquiétez aussi de Macron le traître? Le Macron qui avait fait sa maîtrise sur Machiavel. On oublie ça. Ne m'inquiète pas, je suis ravi un président de la République qui est un docteur ès traîtrise. Parce que c'est ça la politique. Si vous n'êtes pas un bon traître, vous êtes un bon trahi. Vous vous faites avoir. On monte bien que si on trahit bien. Évidemment. Évidemment, il faut que Macron, fraîchement élu président, aille dire à Merkel « je ferai tout avec toi ». Et évidemment, il faut qu'il la trahisse. Parce que Merkel s'affaiblit, négocie avec la gauche, doit céder du terrain. Évidemment, il doit trahir Merkel pour sauver son projet européen. Évidemment, il devait trahir Hollande, sinon il n'aurait jamais été élu. Donc, soit on veut un homme politique qui réussit, donc il faut qu'il ait une part de traître en lui, assumé, abouti. Soit on veut un homme politique qui soit loyal, fidèle, irréprochable, il est battu. C'est pas un homme politique, ça s'appelle un saint, mais ça fait pas de politique. Il faut être un président machiavélien, mais pas un politicien machiavélique. Et c'est là toute la nuance. Le machiavélisme, être machiavélique, c'est y ajouter du cynisme, de la cruauté, de la gratuité, et finalement, quelque chose d'assez laid. Le machiavélien, il n'y met que de l'intelligence et de l'esthétique. Alors, on va faire une belle séquence qui est géniale dans votre livre, c'est sur les mythes.
quel mythe aurait été Macron? Et là, c'est la séquence la plus... C'est extrêmement drôle, hein. Il y a beaucoup d'humour dans cette séquence. Et en même temps, c'est extrêmement vrai. Vous dites, le premier mythe, c'est Protet. Alors Protet, il faut voir qui c'était. C'était une sorte de barbapapa antique. Il était le roi de Pharos, il était le fantasque roi de Naxos, qui est une magnifique île des Cyclades. Il était un danseur qui avait une passion pour les contorsions. Et vous dites que Macron est une sorte d'acrobate. Et il a gardé de Protet le côté contorsionniste. Oui, acrobate. contorsionniste, il peut prendre 1000 visages, il est extrêmement souple, mais Protet ne fait pas ça gratuitement, hein, il fait ça au service de son projet, il ruse, il finit par se faire avoir, bien sûr. Donc il y a du Protet en Macron. Et c'est le président qui ne cesse de nous dire « je vais ouvrir un nouvel acte de mon quinquennat, je vais changer ». Sa dernière phrase pendant l'épidémie, c'est « nous devons nous réinventer, moi le premier ». Alors si ça, c'est pas une sorte d'ode à Protet. Voilà. Et Protet est un salaud, parce que quand même, il a trahi Ménélas. Ah, il trahit tout le monde, bien sûr. Il a trahi tout le monde. Parce qu'il a fait croire que Hélène était une autre nana. Exactement, donc il a gardé la vraie pour lui. Il a gardé la vraie pour lui. Et là, on peut se dire, est-ce que Macron va rendre dupe ses opposants? Pas seulement ses opposants, parce qu'il l'a déjà fait, c'est la règle politique, ses partisans. Ses partisans. Et là, c'est un peu le jeu qu'il mène en ce moment avec Édouard Philippe, comment s'en séparer ou ne pas s'en séparer, avec François Bayrou. Et donc, c'est plutôt avec ses amis, ses alliés, que Macron prend des visages différents. Avec ses opposants et avec les restes des Français, il est plutôt Prométhée. C'est-à-dire celui qui a apporté le feu en le volant aux dieux. Et qui a fait croire aux Français que, en cassant la Ve République, en cassant les partis politiques, en cassant le clivage droite-gauche, il avait fait entrer la France dans une ère de modernité et de liberté. C'est en partie vrai, parce que je pense que ce vieux système ne reviendra pas. Et c'est en partie faux parce que ça ne nous a pas donné une ère de prospérité et de bonheur. Ça nous a donné les gilets jaunes et le Covid. Alors c'est pas de la faute de Macron, mais son système, son feu prométhéen nous réchauffe assez peu. Alors, il faut parler de son surnom Jupiter, et vous dites son surnom est parfait, car si Macron est Zeus, n'oublions pas que Zeus couchait avec la déesse Hubris, et donc à partir de ce moment-là, il ne peut pas tomber dans l'Hubris, puisqu'il est lié. Enfin... Il est tous les soirs. Il est l'Hubris. Il est l'Hubris. L'Hubris incarné. Donc il ne peut pas tomber dans l'Hubris s'il est Jupiter. Néanmoins, la tentation est là. Quand même. La tentation est là parce qu'il a renié Jupiter. Depuis les Gilets jaunes et les grands débats, il est plus Jupiter. Jupiter s'est fait homme. Un peu comme les anges qui se coupent les ailes. Il a décidé de devenir un homme comme les autres, de négocier avec les maires et de redevenir un président horizontal et de plus être un président vertical. C'est-à-dire d'essayer de refaire du Chirac après avoir essayé de refaire du Mitterrand. Ou plutôt de continuer à faire du Mitterrand et en même temps de faire du Chirac. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a un des deux qui va l'emporter sur l'autre, soit par opportunisme électoral, soit parce qu'il se fera dévorer par la foule. Et donc ça serait une issue tragique du quinquennat. Je pense que cette ruse de 2019... Je veux rester un peu jupitérien, et il l'est de temps en temps. Je confine les gens, je sauve l'Europe, je tords le bras de Trump, et en même temps être au Razmot, j'écoute les maires, je suis humble, je suis chiracien, je veux qu'on m'aime. C'est un oxymore, il y a une contradiction. Il faudra qu'il en sorte. Soit en redevenant Jupiter, soit en se vouant complètement à cet opportunisme horizontal électoraliste. Mais... Vous dites qu'il est aussi Prométhée. Alors Prométhée, il y a beaucoup de choses fausses sur Prométhée. On a l'impression d'un dieu assez sympathique et peut-être une bonne image. Alors c'était quand même un sale type. C'est une figure brutale, frustre. C'est quand même ce qu'il y a de pire, Prométhée. Dans la mythologie, il y a assez peu de gens sympathiques. Hein. Oui, totalement sympathiques. Il y a quelques héros peut-être, mais même Hercule n'est pas sympathique. Mais Prométhée, quand même, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, quoi. C'est des larcins, c'est l'homme qui... il ne viole pas la loi des dieux, Prométhée, par une espèce de courage à la Don Juan, qui défie les dieux. D'altruisme. Compassion pour les hommes qui ont il fait un sale coup, c'est son intérêt, voilà, il vole ça. Donc bon, il en est sévèrement puni. Le supplice de Prométhée est un des pires de la mythologie. Il vaut mieux être quand même, à mon avis... Sisyphe que Prométhée. Surtout qu'il y a le Prométhée traître et il y a le Prométhée libérateur. Et là, il y a toute l'ambiguïté de Macron. Il y a les deux à la fois. C'est ce qu'il nous a vendu en 2016-2017. Oui, je trahis la gauche, mais je vais libérer le peuple de ce clivage droite-gauche qui fait que depuis 1981, allez, j'ai échoué, je te passe la balle, et dans 5 ans, je reviens. Ah, j'ai échoué, tiens, ben, te revoilà, à bientôt. Voilà. Et cette cogestion de l'échec par la droite classique et la gauche classique, Macron en a libéré les Français. Et ça, c'est un grand apport de Macron à l'histoire de la Ve République. Il a pensé mettre à la place une union de 2 Français sur 3
les bonnes volontés de droite et de gauche, le monde des réformistes raisonnables, ça a échoué. Plus exactement, ça a réussi politiquement, mais quand il a mis en œuvre son programme, ça n'a pas marché, et ça n'a pas rendu heureux le petit peuple qui votait aux extrêmes, et qui aurait du coup dit « Ah ben merci beaucoup, vous nous avez sortis de la misère, on va plus voter aux extrêmes, on va voter pour vous ». Et les 2 Français sur 3 devenaient 100% des Français. Et ce qu'il a mis en place comme réforme a marché un peu, ça a été cassé par plein de choses, la guerre Trump-Chine, l'épidémie, mais ça n'a pas vraiment marché. Du coup, les malheureux se disent, on n'est pas plus heureux qu'avant, on est même un peu plus malheureux et un peu plus humiliés, donc on va encore plus voter aux extrêmes. Et donc cette libération-là, c'est un échec. Vous êtes génial car vous arrivez à mettre dans la même phrase Prométhée et l'ISF. Car Macron est le Prométhée fiscal. Alors pourquoi ? La réforme de l'ISF, c'est très libérateur. C'est dire à ceux qui ont de l'argent, on ne va plus vous le prendre. Mais c'est aussi pour les responsabiliser. On leur donne leur argent comme Prométhée donnait le feu. Et attention, si vous ne m'aidez pas à sauver l'économie française, vous serez la prochaine fois balayé avec moi. Si vous voulez que je reste président et que je serve vos intérêts, aidez les chômeurs à trouver du travail. Investissez en France, dépensez votre argent en France. Et je crois qu'il a été trahi par ces gens-là. Un peu comme les titans trahissent toujours. Je crois que les riches à qui Macron a laissé leur argent, il ne leur a pas rendu, il leur a laissé, c'est quand même différent. Il ne leur a pas fait de cadeau, il leur a rien donné, il leur a laissé leur argent. Avec un contrat moral qui était, avec cet argent, aidez-moi à sauver l'économie française, je pense que les riches ont déchiré le contrat. C'est exactement ce qu'a fait Prométhée, parce qu'il a dit à Zeus que pour les offrandes, les meilleurs morceaux de viande, c'était les os et la graisse. Voilà. Donc il a escroqué Zeus. Il a escroqué Zeus. Voilà, c'est ça. Il a fait les offrandes. Et là, l'IFI, c'est ça. C'est comment escroquer. Voilà. Mais bon, on va voir comment ça se termine. Aujourd'hui, il n'y a plus les dieux de l'Olympe, il y a le peuple. C'est lui qui tranche à un moment donné. Et pourquoi son mot préféré, c'est saxifrage? Il a trouvé ça dans un poème de René. Personne ne connaît. De René Char, je crois. Ouais. Et cette plante saxifrage est une plante qui fait sauter le rocher. Ah oui. Qui arrive à percer les rochers. On voit ça parfois sur le goudron de nos rues, des plantes qui ont réussi à percer. Là, la saxifrage est réputée pour faire sauter le rocher. Alors vous poussez les comparaisons très loin parce que Prométhée se fait dévorer le foie par un aigle et finalement le stress, l'ambiance à Élysée, on peut dire que Macron va se faire dévorer le foie. Il se fait dévorer le foie tous les jours. Son foie va mal. Bien sûr, mais les gilets jaunes, c'est quoi? C'est ça. Bien sûr. Et puis après les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites, et puis il y a eu l'affaire Benalla. Et ces postes présidentiels sont des postes de supplice. Mais un, ils l'ont voulu. Et deux, comme Prométhée, le foie repousse. Donc le lendemain matin, si vous êtes un vrai homme politique, vous vous couchez le soir, vous êtes en morceaux, vous vous réveillez le matin, vous êtes intact. Ce sont les hommes politiques de ce niveau-là, et les femmes politiques de ce niveau-là, et il y en a 3 ou 4 par génération, il n'y en a pas plus. Ils n'ont pas d'amour propre. C'est-à-dire ceux qui nous détruiraient, vous et moi, parce qu'on perdrait le sommeil, on ferait une dépression et on se suiciderait. Eux, ça les nourrit. Quand ils se couchent le soir en ayant été mis en examen, en ayant perdu 20 points dans les sondages et en ayant été insultés dans la rue, ils se réveillent le matin en se disant « j'ai un destin, c'est moi, c'est mon destin ». Et ils se réveillent plus forts. C'est le cas de Mitterrand, c'est le cas de Chirac, c'était le cas de Le Pen. De Roland Dumas. Pas de Roland Dumas, non. Parce que lui a navigué dans des eaux inférieures. C'est le cas de Macron, mais c'est pas le cas de Rocard. Rocard, il supporte pas, ça le rend malade, ça l'affaiblit, c'est une victime, c'est une proie, il est balayé. C'est resté un scout, Rocard. Oui, c'est resté un scout avec tous les bons côtés du scout. C'est moi je veux servir, je veux aider. Et tous les mauvais côtés du scout, c'est-à-dire je suis d'une naïveté confondante. Alors, vous avez une comparaison géniale, c'est que Macron a fait les 12 travaux d'Hercule. Et là, je vais les citer. Hercule a du mal à les reconstruire. A tué le lion de Némée. Macron a fait le débat avec Marine, ce qui en est au même. Exactement, c'était... Hercule a terrassé l'hydre de Lune. Macron a géré... l'hydre... Comment? L'hydre de Lerne. Ah, l'hydre de Lerne, pardon, excusez-moi. J'ai un problème de fiche. Et Macron a géré les gilets jaunes. Oui, ça vient au même. Hercule a capturé le sanglier de Rimante. Macron a réduit au silence Mélenchon, ce qui revient au même. Hercule a fait fuir les oiseaux anthropophages et Macron a lutté contre les terroristes, ce qui revient au même. Hercule a récupéré les pommes d'or des Hespérides. Macron a fait la réforme des retraites. Il y a tout ça, mais... Et le nettoyage des écuries de Jas, c'est la moralisation de la vie politique, il y a encore du boulot quand même. Après, comme Hercule, Macron triche. Voilà. Quand il veut dépouiller Atlas, il lui donne le monde à porter, il s'échappe. Donc il y a des moments où il se fait aider.
Et donc il triche, il remplit pas le contrat. Mais ces 12 travaux sont quand même officialisés. Macron, c'est un peu pareil, parfois il triche. Il s'appuie sur des gens, il les trahit. Quels travaux pour lesquels il a le plus triché? C'est difficile à dire Vous qui maintenant. aimez Sacha Guitry. Peut-être la fin de l'histoire, parce que tant qu'il n'y a pas d'affaire qui rattrape Macron, les écuries d'Augias ont été nettoyées. Mais peut-être qu'un jour, il y a une affaire qui rattrapera Macron, et donc ça sera celui-là, le travail le plus escroqué. L'hydre de Lerne est là pour particularité que les têtes repoussent. Et les têtes repoussent. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on voit en ce moment, avec des black blocs dans les manifs de soignants, c'est la suite des gilets jaunes. C'est-à-dire une violence nihiliste qui vient se greffer sur tout et n'importe quoi. Et donc, elle est là, l'hydre. Elle est là. Et ça ira comme ça jusqu'au bout du quinquennat. Le lion de Némée pourrait aussi ressurgir, du reste. Oui, pareil, on a cru qu'elle était morte, Marine Le Pen, après son débarraté d'entre-deux tours. Elle va être On contente disait, que ça s'appelle là le lion de Némée. Marine Le Pen, mais elle va être dévorée par Marion Maréchal, et puis Philippot est parti, il va créer un parti. Nous sommes 3 ans après, Florian Philippot, plus personne n'en parle, et Marion Maréchal n'est pas fichue d'avoir une organisation. Elle fait de temps en temps des sorties médiatiques, mais elle y a renoncé, d'ailleurs, elle est inqualifiable pour 2022. Donc, oui... Marion Maréchal s'est enfermée. C'est... Elle s'est enfermée dans une sorte de... Oui, parce que Marion Maréchal... conservatrice. Oui, mais elle a fait un calcul qui n'était pas idiot. Oui. Au soir de la présidentielle 2017, beaucoup de gens se disent, bon, pour battre Macron la prochaine fois, la seule solution, c'est que l'extrême droite, FN, devenant RN, et la droite s'unissent. Et pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut que le RN renonce à des idées extrémistes, que la droite se durcisse sur le côté identitaire et aille au bout de sa logique, la vraie France, etc. Ça leur fera comme ça une plateforme commune. Et évidemment, le leader de tout ça, ça peut être ni la fille de Le Pen, ni la droite classique. Il faut un troisième personnage qui soit un peu des deux. Et là, Marion Maréchal, on se dit, ben oui, bien sûr, c'est elle. Et ça, c'était valable quand vous aviez une extrême droite et une droite à 20%. Fillon 20%, Marine Le Pen un peu plus. En additionnant les deux, on y arrive. Et donc Marion Maréchal était la femme qui pouvait faire cette émission. On est 3 ans après. Il y a eu les européennes. Les européennes, c'est 23 pour le FN, c'est 8 pour la droite. Eh ben, on n'a plus besoin de faire une addition. La stratégie maintenant, c'est que Marine Le Pen doit vider la droite de son reste d'électeurs. C'est pour ça qu'elle est devenue beaucoup plus modérée. C'est pour ça qu'elle prend des positions qui plaisent à la droite, aux électeurs de droite. Elle se dit que sans l'électorat de droite, elle n'a aucune chance de battre Macron au second tour. Le second tour, c'est une question d'addition. C'est rien d'être fort au premier tour, c'est indispensable, sinon on n'est pas qualifié. Mais c'est pas suffisant. François Mitterrand fait 43% au premier tour en 1974. Il est battu au second tour, parce qu'il n'a pas d'alliés. Il n'y a pas de candidat communiste, les écologistes n'existent pas encore, il n'y a rien. Giscard, lui, il a comme allié Chirac. Et donc il gagne. Eh bien, en 2022, Marine Le Pen, elle peut faire 28, 30, 35 au premier tour. Elle sera battue si elle n'a pas d'alliés. Donc il faut qu'au soir du premier tour, des gens disent « Je me désiste en faveur de Marine Le Pen ». Dupont-Aignan le fera sans doute, mais il faut que le candidat de droite le dise. C'est pas gagné. Si c'est Xavier Bertrand, il ne le dira jamais. Si c'est Barouin, il ne le dira jamais. Si c'est Wauquiez, est-ce qu'il ne dirait pas « Bon, je fais élire Marine Le Pen, puis aux législatives, on gagne la majorité de la droite, j'aurai Matignon, etc. » Ça peut se négocier. Ce que doit éviter Marine Le Pen, c'est qu'un leader de droite surgisse et remplace Macron. Un leader de droite modéré, Bertrand ou Barouin, qui plaît au centre droit. Ces gens se disent, Macron, il a été arrogant, il a été nul, ciao Macron. Et d'un seul coup, un Macron bis, venant d'une droite réformée, et qui se retrouve au deuxième tour face à Marine Le Pen. On va parler 2 minutes de géopolitique, et là vous parlez d'Ulysse. Parce que Macron, en géopolitique, c'est un peu Ulysse. C'est-à-dire qu'il utilise finalement la ruse d'Ulysse pour atteindre ses buts. Et la fameuse métisse. Alors, qu'est-ce que c'est qui la fameuse métisse? La métisse, c'est la ruse. Ouais. C'est la ruse, c'est d'être masqué, c'est d'avancer masqué, et c'est de tromper l'autre sur qui on est. Ne pas dire qui l'on est. Que dit Ulysse au Cyclope? Je suis personne. Et donc après, quand on dit au Cyclope qui a crevé ton œil, c'est personne. Voilà. Et donc là, Macron possède fondamentalement cette métisse. Évidemment, plus les mois passent, plus ça se voit. Donc plus il faut être un rusé pour duper les autres. Et ça, Ulysse, comme il va d'île en île, à chaque fois, il peut recommencer, on le découvre. Mais Macron, lui, il est sur une seule île qui est à la dérive et qui s'appelle la France, ou l'Europe. Donc c'est plus difficile pour lui d'être Ulysse jusqu'au bout. Mais Ulysse, c'est aussi un parcours sur le monde des dieux et le monde des hommes. C'est aussi le passage d'une époque à une autre. Et c'est aussi une certaine vision de l'Europe. Plus exactement de la Méditerranée. Et peut-être que Macron garde d'Ulysse cette errance-là
pour quand même finir par rentrer au port en ayant embrassé une globalité. Il est surtout toujours tiraillé entre la métisse d'Ulysse et l'hubris d'Icare. Ah, bien sûr, bien sûr. Finalement, entre la finesse et la discrétion, et quand il révise le droit du travail, on est chez Icare. Il y a peut-être Ulysse chez Macron, il y a à coup sûr Icare. C'est-à-dire un coup de génie, être dans un labyrinthe et s'envoler. Et ça, c'est Macron. Dans beaucoup de situations, regardez les Gilets jaunes, il invente le grand débat. Waouh, c'est génial. C'est génial, il met la légitimité des maires de son côté. Et le peuple, ce n'est plus les Gilets jaunes, c'est les villages de France où Macron va tous les jours. C'était génial comme coup. Ça a marché d'ailleurs. Mais Icare, c'est celui qui, par ivresse, par hubris, par imprudence, tombe. Et puis c'est aussi, dans le fameux tableau de Bruegel, un tout petit détail dans un coin. Quand vous voyez la chute d'Icare, le tableau, il y a un laboureur, il y a un bateau, et le titre du tableau, vous dites, mais pourquoi ça s'appelle la chute d'Icare? Et en fait, dans un tout petit coin, on voit les jambes d'Icare qui est déjà tombé dans l'eau. Et Macron, ça peut être ça. C'est-à-dire que peut-être dans l'histoire de France, son quinquennat restera comme un détail du tableau. Et quand les gens, on leur dira, vous savez, on a élu un type qui n'avait pas 40 ans, qui a battu la droite, la gauche, et puis alors, ça a fait un flop terrible, 5 ans après, il a été balayé, et il n'a rien laissé dans l'histoire. Mais justement, est-ce c'est en lisant notre livre, on peut se demander parfois si, en assimilant Macron à tout un tas de grandes figures qui justement sont restées, Jules César, Louis XI, Aliénor d'Aquitaine, Hegel, etc., on peut se demander si finalement, ça n'est pas manquer de discernement dans une époque qui est un peu une époque de déclin pour le pays, qui peut-être n'est pas une période si marquante historiquement. Alors est-ce que vraiment on peut comparer tu veux dire que c'est trop flatteur pour Macron? En quelque sorte, oui. Macron adorait le lire. D'échelle, d'une certaine manière. Dans beaucoup des périodes que je cite, où je vais puiser des références, c'était des périodes de déclin. Le 15e siècle pour la France, c'est quand même une tragédie. C'est la guerre de 100 ans, c'est les conséquences de la peste du siècle d'avant. Enfin, c'est pas glorieux quand même. Il y a des périodes du 16e siècle où, entre la défaite de Pavie et les guerres de religion, on peut pas dire que notre pays va bien. Alors oui, après, avec Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, on peut se dire « waouh !» Et puis après, le 18e n'est pas si brillant que ça, on perd des puissances, des terres à l'étranger, et puis ça se termine par une révolution qui aujourd'hui fait l'admiration du monde, mais qui à l'époque m'ont donné l'impression que la France était un asile de fous aux yeux des royautés qui l'entouraient. Donc on ne peut pas juger de la force historique d'un homme à l'aune de son époque. Il va de soi que Macron prend la France dans une période de déclin. Rien ne nous dit que ça soit définitif, mais rien ne l'exclut. On est peut-être une nation trop vieille pour réenclencher une grande histoire. Moi, je pense que Macron a les éléments en lui pour être le héros de cette grande histoire. Mais que, pour l'instant, dans son quinquennat, il ne s'est pas assuré cette réussite-là. Et qu'il lui faudra pour ça être réélu, ce qui sera un exploit quand même énorme, et dans un deuxième quinquennat, en effet, montrer que le macronisme, ça marche. Et qu'en 2027, dans ce cas-là, il quitte une France avec labourage et pâturage, comme aurait dit Sully. C'était une France prospère et heureuse. Il y a du boulot. Et derrière le brise d'Icare, il y a Narcisse. Il y a le Macron amoureux de lui-même, il y a le Macron qui se perd dans la contemplation de lui-même, et Narcisse avait son amoureuse, Écho, qui répétait toutes ses paroles, et l'écho de Macron, c'est sa cour, c'est les gens autour de lui. L'erreur de Macron en 2017, l'erreur tactique fondamentale, et pourtant Dieu sait s'il avait observé ses prédécesseurs, c'est de garder à l'Élysée l'équipe qui a fait la victoire. La fameuse Dream Team, comme il disait en bon français, qui avait fait la conquête. Et c'est vrai que l'exploit 2014-2017, il est énorme. Donc le travail d'Ismaël Emelien, de Benjamin Griveaux, de Sibeth Ndiaye, de Sylvain Faure, tout ça, c'est un travail mais extraordinaire de conquête. Il fallait leur dire bravo, merci, au revoir. Au revoir. Et il leur dit... Vous avez fait gagner, salut. Il leur dit un peu bravo, un peu merci. En plus, dans des circonstances maladroites, c'est-à-dire au soir du premier tour à la Rotonde, donc d'un seul coup, le président des riches commence à apparaître. Et ensuite, il leur dit pas au revoir. Il ajoute un ou deux éléments anodins et il garde l'équipe de la conquête pour l'exercice du pouvoir. Donc des gens épuisés, qui n'ont plus d'idées et qui veulent profiter. Et qui pensent que puisqu'ils ont réussi un exploit historique, tout ce qu'ils vont toucher va se transformer en or. Et c'est un désastre. Alors pendant un an, sur l'élan, ça continue. Macron dit un truc, ça se réalise. On va quand même pas gagner la Coupe du Monde de foot. Ah bah si, on gagne la Coupe du Monde de foot. Ah vraiment, ce Macron, quel génie. En plus, il a de la chance. Et puis, 3 jours après la Coupe du Monde de foot, l'affaire Benalla. Et là, l'affaire Benalla montre quoi? Que le cabinet élyséen est nul. C'est arrivé un 18 juillet, exactement. comme l'incendie de Rome. Oui, c'est tout le côté néronien de Macron. Et c'est pas lui qui a mis le feu. Et l'incendie de Notre-Dame. Et plus tard. Mais ça arrive quelques jours après le retour de la Coupe du Monde en France. Le bus
guidé par Benalla quand même. Oui. Et c'est pas l'affaire Benalla qui est importante. La petite frappe, la commission d'enquête, ça arrive. C'est le fait que Macron s'accroche, le soutient, et que tout le cabinet de l'Élysée dysfonctionne. Ismaël Emelien récupère un DVD, il n'aurait jamais dû, ou un CD, je sais plus. Bruno Roger Petit prend la parole, c'est une catastrophe. Oui, le cabinet explose. On a l'impression d'un seul coup d'avoir une armée d'incompétents, alors qu'ils sont très doués. C'était juste plus les bonnes personnes à la bonne place. Et on s'aperçoit que toute la charpente de la machine Macron est vermoulue depuis un an et demi. Il n'a pas su faire ce que Chirac a fait en 98, c'est-à-dire faire de la victoire de l'équipe de France la victoire de la France. Chirac, c'était facile. Il a détruit en quelque sorte la victoire de la... Il était en cohabitation depuis un an et demi, il était plus responsable de rien, c'était Jospin. Il était dans un placard, et la victoire en Coupe du Monde 98 le remet dans la vitrine. Mais Chirac, c'était autre chose. C'était d'autres aventures politiques. Et puis Chirac, lui, il sacrifiait les gens. Il a sacrifié Juppé dans les affaires, il a sacrifié Roussin, il sacrifiait les gens pour se sauver lui. Macron ne sacrifie pas, et surtout, il recrute très mal. Très très mal. Il a composé des gouvernements très imparfaits. Regardez les deux ministres de la Culture, Françoise Nyssen et Franck Riester. Deux personnes très honorables, très cultivées, très amoureuses de la culture, qui échouent toutes les deux. Juste parce qu'ils ne sont pas faits pour ce job-là. C'est pareil pour le choix de Griveaux à la mairie de Paris. Erreur. Le choix de Nathalie Loiseau pour mener les européennes. Macron est le plus mauvais DRH de l'histoire de la République. Sauf que personne n'ose lui dire, il s'en rend compte trop tard, il veut pas se déjuger, il s'accroche, ça donne le désastre des municipales. Il n'y a pas une grande ville en France où ils ont choisi le bon candidat. Erreur d'avoir présenté Cazenave contre Florian à Bordeaux. Erreur d'avoir choisi le candidat qu'ils ont choisi à Marseille. Erreur d'avoir soutenu sans soutenir en soutenant Collomb à Lyon. Il n'y a pas une grande ville où Macron a fait le bon choix de la bonne personne et nous a surpris en bien, pas une. Et alors, il y a un autre point commun avec Narcisse, c'est que Macron cherche plus à séduire qu'à convaincre. Macron est dans la séduction face aux électeurs. Et pas tellement dans la conviction. Il n'arrive pas à s'arracher à ça. Et en campagne électorale, la séduction est décisive, parce que de toute façon, tout le monde fait des promesses. Il ne s'agit pas de convaincre. Et on sait tous que les promesses ne seront pas tenues. Il n'y a pas de dupe là-dessus. Il faut que les gens se disent, il me plaît, j'ai envie que la France soit incarnée par cet homme ou cette femme pendant 5 ans, et il me parle, ça me fait vibrer. C'est ce que Sarkozy a merveilleusement réussi en 2007. Peut-être la plus belle campagne avec celle de Giscard en 1974, de toute la Ve République. Et Macron a réussi ça comme candidat. Il n'a pas compris après que, dans l'exercice du pouvoir, par rapport à sa majorité hétéroclite, des oppositions qu'il fallait ménager, les partenaires européens, il lui fallait se mettre à convaincre. Et là, il a perdu une occasion d'être le pédagogue de la France, d'expliquer ses réformes et que les gens se disent, bon, il nous a expliqué 1 fois, 2 fois, 10 fois, il a raison, il faut le faire. Il a préféré séduire, il a préféré continuer à pratiquer la séduction et l'audace, ce qui va ensemble d'ailleurs, parce que le séducteur, il faut qu'il soit audacieux. Et donc quand il passe en force, c'est pas un brutal Macron. Il passe en force comme un homme qui embrasserait une femme au détour d'un couloir. Il peut se prendre une gifle, mais il peut aussi la séduire. Et Macron a choisi la voie de l'audace et de la brutalité comme un séducteur, comme un Casanova. Mais c'est pas comme ça qu'on dirige un pays moderne. Et est-ce que pas après l'état de grâce. C'est pas là qu'intervient Loki, le dieu nordique, le dieu fripon, le dieu farceur, et qui montre finalement que Macron est un peu un enfant intérieur. Oui, Macron est un enfant. Mais beaucoup de présidents sont des enfants intérieurs. Sarkozy était très enfant quand même aussi. C'est Victor ou les enfants au pouvoir, hein, c'est-à-dire c'est un enfant qui à la fois se comporte comme un enfant, dit des vérités comme un adulte et veut tout détruire. Et Loki détruit tout. Exactement. Loki fait la plus grande bataille entre tous les dieux. Exactement, et il détruit finalement la cosmogonie. Il fait l'apocalypse. Ouais. Il est à la fois rien, petit dieu, voilà, insignifiant, et c'est lui qui va provoquer la réaction en chaîne qui va détruire ce monde-là. Libérateur ou destructeur, les deux. Et là, c'est Macron, l'ultime combat de la Ve République. Voilà, c'est pas joué. Peut-être que Macron est un constructeur. On le saura s'il gagne en 2022 et qu'il bâtit quelque chose. Mais s'il est évacué en 2022 par les Français, il aura été une sorte de Loki, oui. Il aura tout cassé, tout cassé. Le système partisan de l'extérieur et les institutions de l'intérieur. Un petit enfant fripon qui a tout cassé. Qui a tout cassé. Qui a cassé son jouet. Mais... Et pas seulement son jouet, mais qui casse la maison des adultes. Oui. Ce qui est encore pire. Mais alors, on va finir, on a 5 minutes sur le Macron, personnage de roman. Et là, votre livre finit sur ça et c'est très amusant et c'est passionnant. Parce que il y a Philippe Besson qui le suit en campagne et qui lui dit, en fait, Macron lui dit, en fait, tu fais un livre de fiction, c'est pas con. Et Philippe Besson lui répond, tu vis le roman que tu n'as pas écrit et moi je l'écris à ta place.
Ils aiment bien tous se dire qu'ils sont dans un roman, parce que la vie politique française, elle ne devient éternelle que quand elle passe dans le roman. C'est les Trois Mousquetaires, etc., c'est Zola, voilà. Et si on n'a pas été immortalisé par un romancier, on n'a pas vraiment eu d'existence politique. Là encore, on retrouve le rêve de Mitterrand, d'être romancier, héros de roman et héros de la vie réelle. C'est une erreur, là aussi. C'est une erreur. Macron aurait dû inventer, assumer une modernité, c'est de s'arracher quand même un peu au roman. Ne pas être dupe, en tout cas, de ce rapport à la fiction. Je ne suis pas convaincu d'avoir trouvé la bonne filière romanesque pour Macron. C'est bien de dévaloriser votre problème. Il est d'évidence, il n'est pas du côté de Flaubert, ça me semble évident. Je ne le vois pas non plus du côté de Stendhal. Alors, il a 3 modèles, Stendhal, Gary, Char. Ouais, mais bon, je pense que Gary, c'est purement électoraliste. Ouais, vraiment. Parce que Gary, c'est le seul écrivain que tout le monde connaît. Et puis peut-être le rapport à la mère, qui renvoie Macron à sa propre histoire, vis-à-vis de la figure féminine, qui est sa propre mère, mais aussi Brigitte Macron et l'écart d'âge qu'ils ont. Peut-être qu'il y a ça, il y a Gary. Puis Gary, c'est De Gaulle. Gary, c'est l'aventure politique aussi. Et puis Gary, c'est la tragédie, c'est le suicide. Donc je pense que ça travaille Macron, mais je ne pense pas que ça soit une référence politiquement féconde. Char, c'est un peu un poncif aussi. Oui, Char, comme c'est quand même assez souvent absconce, ça plaît beaucoup aux politiques. Bon, écartons-le. et Stendhal, poncif. Oui, un peu plus exact, parce que les figures des héros stendhaliens passées à l'écran avec Gérard Philippe, notamment la Chartreuse de Parme, Fabrice Del Dongo à Waterloo, tout ça, ça colle un peu plus à l'esthétique macronienne. Son côté napoléonien, bonapartiste, c'est pas l'homme de pouvoir. Je pense que dire que c'est un nouveau Napoléon, c'est une erreur. C'est peut-être plus Stendhal racontant cette époque-là. Mais je suis pas sûr. Les trois ont un point commun. Stendhal, Gary, Char, la guerre. Oui. Les trois. La pression de l'amour et un rapport étrange à la politique. Un rapport étrange à la politique et un rapport étrange aux femmes aussi. Ouais. Et alors, si on voulait voir quel héros de roman ce serait, est-ce que ça pourrait pas avoir Lorenzaccio, une sorte de romantique sans état d'âme? Du côté du théâtre, on a peut-être plus de figures. Et là, on a quelque chose peut-être. Le romantique sans état d'âme. Oui, c'est-à-dire que Lorenzaccio, il tue le tyran et il ne l'assume pas. Il est mu par son destin, il sait qu'il doit le faire, mais il sait que les républicains n'auront pas le courage de prendre le pouvoir, donc son geste est inutile et néanmoins indispensable. Et donc il y a chez Lorenzaccio cette fatalité, et il finit par se faire tuer à Venise par des sbires de Florence. Macron, c'est pas ça, c'est un Lorenzaccio qui veut tuer Alexandre, mais pour prendre sa place. Il le fait d'ailleurs, Hollande n'est pas tout à fait Alexandre, mais comme Macron tue à la fois Hollande, Mitterrand, De Gaulle, Giscard, il prend leur place à tous. Donc il y a un Lorenzaccio abouti. C'est là où le côté machiavélien intervient. C'est un Lorenzaccio qui a lu et mis en pratique Machiavel. C'est une Florence complète. C'est sûrement pas Rastignac. Non. À part le M de Paris, quoi. Même pas. Il a visé plus haut, il a atteint plus haut. C'est pas le Frédéric d'Ascension et pas le même. C'est pas le Frédéric de l'éducation sentimentale. C'est pas l'Adolphe de Constant. Qui a un côté pleurnichard. Pareil pour l'Adolphe. Il y a Julien Sorel. Oui, mais c'est pareil. On n'imagine pas Macron finir la tête tranchée pour être allé au bout de sa passion. Donc, je ne vois pas Macron geindre sous les fenêtres de Madame de Rênal ou je ne sais quel autre pendant des... Est-ce que vous dites c'est un stendhalien féru de destin individuel qui veut s'imposer dans un pays gaulien? Oui. C'est bien résumé ça. C'est pour ça que Stendhal lui va un peu mieux, c'est qu'il n'y a pas le côté, à mon avis, mais j'aime assez peu le roman du 19e, donc je ne suis pas un bon expert. Je trouve que chez les héros stendhaliens, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de soupir. On ne pleurniche pas sur son propre sort. Il y a ça quand même beaucoup chez certains héros d'autres romans du 19e. Et chez Stendhal, moins, peut-être un peu moins, et encore, il y a quand même ça chez certains. Et vous qui aimez tant le théâtre, alors, il y a ça, donc. Ça pleurniche trop dans le roman du 19e. Un livre que Macron n'aurait pas lu, parce que, voilà. Quel personnage vous auriez choisi, vous? Pour Macron? Ouais. Même un totalement inconnu. Même là, si on parle à un auditeur. Maurice Druon a écrit Les Rois Maudits. Bien sûr. Et puis un jour, il en avait marre d'aller de tome en tome, parce que ça fait... et donc, il a voulu se distraire. Ouais. Et il a écrit, en quelques semaines, un livre pour enfants, qui s'appelle Tistou, les pouces verts. Ah, très connu, énorme succès. C'est dans nos voilà. C'est le seul livre qu'on a lu. Tistou, quand il met son pouce dans de la terre, pouf, il y a un arbre qui pousse. Donc, il accélère de manière phénoménale la croissance des arbres. Et il construit après une échelle qui monte jusqu'au ciel, un peu comme le haricot géant. Et puis il monte sur cette échelle,
puis à un moment donné, il monte, il n'y a plus d'échelle, il est dans les nuages, il aperçoit des ailes, il est devenu un ange. Et je pense que Macron, c'est Tistou. Il a un don, il met son pouce dans la terre et tout ce qui réussit, et tout ce qu'il fait, ça réussit, donc il peut grimper sur son échelle. Simplement, Tistou, il est monté vers le ciel, donc il est allé chez les anges, au paradis. Macron, je ne sais pas s'il a mis l'échelle à l'endroit ou à l'envers. Donc s'il l'a mise à l'envers, il va descendre aux enfers, il va devenir Azraël, il va devenir... C'est l'ange noir, l'ange déchu. Tistou, c'est un enfant, on le rappelle. Un enfant, c'est un enfant. Mais déjà, vous choisissez un héros de roman qui est un enfant. Oui, qui est un enfant. Dans un roman pour enfants. Un enfant surdoué, mais un enfant qui n'est pas vraiment un être humain et qui disparaît. Macron est peut-être l'inverse, c'est peut-être un enfant qui va descendre aux enfers, et peut-être en revenir ou pas comme Orphée. Il y a peut-être de ça chez lui. Une sorte de petit prince, mais ambitieux. Voilà. Pas idéaliste. Christophe Abim sur Ravi cette émission. Merci beaucoup Antoine. À très bientôt. Salut et fraternité. À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir et sûrement on en aura une. Ah non. Ah ouais d'accord À droite, on s'en fout d'être malheureux. L'important c'est d'être riche. À gauche, nous on s'en fout du fric. L'important c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les arabes et les noirs. Tant mieux comme ça. À gauche, bah nous on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on a besoin d'un gros 4x4 pour circuler sur terrain plat que dans les centres-villes. Et tant mieux si ça pollue, ça fait gueuler les écolos. Parce que pour nous l'écologie, en fait, c'est juste un parti de gauche. À gauche, on a des bagnoles tellement pourries qu'elles polluent plus que les 4x4. Par contre, on peut pas dire nous on soutient les écolos puisqu'on répare nos carrosseries avec leurs autocollants. Eh vas-y gros, fais chanter ta mère. À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas ils seraient pas juste amoureux. À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards et comme ça grâce à nous, ils meurent plus lentement. À droite, on aimerait tant que les clochards puissent être rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses. À droite, on pense que les chômeurs... Non, c'est trop long. Ah, d'accord. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer, ça donne le cancer. Et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leur chimio et leur perruque. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. Sinon c'est contraire au principe de l'égalité, qui est à la base de nos valeurs républicaines.